Merci de nous rejoindre. Et bien sûr, le décryptage sur Matin d'Éden, un nouvel arrêté, fils des Romains, les spécifications des produits pétroliers en République du Bénin, arrêté pris en janvier 2019, le 15 janvier 2019, pris précisément par le ministre du Cadre de Vie, le ministre du Commerce et le ministre de l'Énergie. Cet arrêté entre en vigueur demain, samedi, 15 juin 2019. C'est suite au vaste scandale des carburants. En Afrique, ces carburants seraient d'origine ou de qualité douteuse avec un fort taux de soufre, un gaz qui a fort potentiel de destruction pour la couche d'ozone ou simplement polluant atmosphérique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Retour sur ce gros scandale révélé par une ONG étrangère. Vous aurez tout sur ce plateau. Et qu'est-ce qui a conduit les autorités béninoises à prendre cet arrêté pour, et bien sûr, définir les conditions, les normes, la qualité des produits pétroliers qui entrent, et bien sûr, sur notre territoire? Que peut-on dire de l'essence frulatée aussi, qui est un autre circuit pas autorisé, donc circuit informel? Que peut-on dire également de la qualité de ce carburant? Tout est bien sûr ce décryptage avec Clément Coton de l'UPE, l'unité de protection de l'environnement. Monsieur Coton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, avant de parler justement de cet arrêté et ses implications, on fait un retour sur ce scandale du carburant toxique en Afrique révélé en 2016. Aujourd'hui, que peut-on dire, que retient-on de cette affaire? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ce qui s'est réellement passé, il faut remercier l'ONG SUS Publiae qui a fait un véritable travail de terrain. Je crois qu'ils étaient dans leur logique en Europe de l'utilité du carburant dans la mobilité, tout ce que vous voulez. Et ils ont constaté en 2016 que dans certains ports européens, c'est-à-dire il s'agit d'Amsterdam, de Rotterdam, d'Anvers, que les embarquements de carburant, c'est au fait dans ces ports qu'on embarque des carburants en direction de l'Afrique. C'est-à-dire c'est spécifiquement ces ports sont les meilleurs ports pour le carburant en Afrique. Et dans leurs recherches, ils ont constaté aussi qu'on parle de carburant africain. Bon, ils se sont dit, mais attendez, carburant africain, carburant c'est un carburant. Voilà. Pourquoi spécifiquement africain? Alors, ils ont commencé par, et comme c'est le circuit d'exportation ou de fabrication ou de vente du carburant, est un circuit suffisamment fermé. Donc, ils ont commencé par investiguer, bon, mais les éléments qu'ils recevaient ne leur permettaient pas d'avoir quelque chose de fiable. Donc, ils ont réorienté leur approche technique. Et ils sont venus en Afrique, ils sont allés au Mali, au Bénin, je crois au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ils sont allés directement dans les stations, acheter de l'essence, comme vous l'achetez dans votre véhicule. Tout à fait. Ils ont pris de l'essence et ils ont ramené dans des laboratoires européens. Et c'est là où ils ont constaté que le carburant vendu dans nos stations a des forts taux de soufre, ce polluant très nocif. Tout à fait. Pour notre atmosphère. Donc, du coup, ils ont dit... Quelle devait être la quantité... Et ils ont constaté que le taux de soufre dans le carburant vendu dans nos stations en Afrique est de minimum 3 000 à 10 000 ppm. C'est énorme, 3 000 à 10 000 ppm.
alors que les pays européens d'où proviennent ces carburants pour l'Afrique sont à 10 ppm. C'est là où le scandale a commencé. Les gens disent c'est pas possible. En Afrique, mais comment se fait-il que le taux européen est à 10, je vous dis 10 ppm. 10, je vous dis. Et le taux africain, le carburant vendu en Afrique est à 3 000 jusqu'à 10 000 ppm. C'est là où ils ont commencé par parler du carburant toxique, qui est, l'utilisation est hautement dangereuse pour les pays d'Afrique. Alors, monsieur Coton, tout est parti de là. La question qui se pose alors, puisque ça fait quand même plusieurs décennies, l'Afrique qui a été quand même alimentée à base de ces carburants toxiques, ça a pris quand même des circuits légaux. Comment alors peut-on l'expliquer que du carburant toxique arrive en Afrique et ça prend quand même des circuits normaux? La raison a été simple. Puisque vous me connaissez bien, quand on a eu l'info, nous aussi, on a investigué pour pouvoir relayer aux populations, pour pouvoir sensibiliser autour. Ce qui s'est passé, c'est tout simple et banal. C'est la faiblesse des tests au niveau des pays africains. Point. La faiblesse des tests. Vous savez, dans les pays européens, les décrets, les arrêtés réglementent le taux de carburant, le taux de soufre, je dis bien le taux de soufre dans le carburant. C'est simple. Quand on prend les pays, les tests des pays de la CEDEAO, ils autorisaient l'entrée du carburant à 3000 ppm. C'est-à-dire les arrêtés des pays ou les décrets des pays européens l'autorisaient comme ça. Donc, ce qui s'est passé d'une manière simple et banale, les négociants pétroliers, qui sont la plupart des pays européens, ont profité de la faiblesse des tests des pays africains, tout simplement. C'est-à-dire, le débat n'est pas loin, il n'est pas... C'est-à-dire, on a pris maintenant un nouveau arrêté. L'ancien arrêté était à 3000 ppm, point. Mais où étaient quand même les cadres africains? Non. Parce que c'est ça l'autre débat aussi. Vous savez, non, on ne peut pas... Du carburant toxique sur le continent, sur plusieurs... C'est un long débat. Où étaient les cadres africains, comme vous êtes en train de le dire? On parle de la faiblesse des tests, mais quand même, la qualité de ce carburant. Comment se fait-il que aucun Africain, aucun cadre n'a pu quand même constater et que ça soit... Monsieur le journaliste, que ça soit depuis, voilà la responsabilité de nous tous qui sommes. Nous sommes tous engagés. C'est-à-dire que nous sommes tous dans le même bateau. Il faut que nous apprenions à investiguer. Il faut que nous nous interpellons sur tout ce que nous faisons. Je vous donne un exemple simple, ça va vous faire rigoler. Vous voyez votre caméra qui me regarde là. Et ça permet aux téléspectateurs de me voir. C'est magnifique, c'est chouette. Sa fin de vie, le jour, votre caméra, le jour serait obsolète. Ça va être complètement gâté. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il ne faut pas qu'on attende que ce soit gâté, qu'on jette ça dans les décharges publiques, qu'un enfant joue avec, qu'on constate qu'il y a des infectants ou bien des polluants dedans. C'est au moment où votre studio, la télévision est en train de l'acheter, que nous devons nous interpeller. Donc, quand le peuple parle, quand M. Coton parle, certains trouvent qu'il exagère peut-être, que c'est de l'extrémisme peut-être, mais c'est parce que nous disons, voyons tous loin et très tôt. Ce qui s'est passé, c'est que nous ne nous sommes pas posé, les pays africains ne se sont pas posé la question de savoir, quand nous mettons 3000 ppm de soufre dans le carburant, qu'est-ce que ça donne
sur la En santé, termes de pollution, qu'est-ce que ça donne en matière de pollution sanitaire. atmosphérique. Mais quand l'ONG Suisse, que nous remercions beaucoup ici de nous avoir sauvés, L'ONG Suisse et puis les travaux également de la police environnementale aux oui, Pays-Bas. oui, aux Pays-Bas, Ça, justement, oui, mais je vais vous parler de Pays-Bas. Est-ce que vous savez que le conseil municipal d'Amsterdam a été obligé de prendre une décision au niveau de la ville pour dire qu'il ne souhaite plus qu'on embarque le carburant à forte teneur de soufre en direction de l'Afrique, de leur territoire. Et il demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que leur territoire ne soit pas réputé comme le territoire où on embarque des produits toxiques, c'est-à-dire du carburant toxique pour l'Afrique. Vous voyez comment chacun dégage sa responsabilité vite fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être omniprésents, c'est-à-dire nous devons nous mettre dans une situation de sensibilisation, dans une situation d'investigation, dans une situation... Oui, est-ce qu'on ne peut pas soupçonner également une certaine complicité des dirigeants? Non, c'est-à-dire vous parce ne pouvez que pas... Vous allez conclure quand même des accords de commerce et autres là, et quand on sait quand même que c'est un produit... Moi, je voulais vous dire, quand on fait le point des pays de la CEDEAO, et on rencontre les cadres qu'il y a eu. Il y a eu des concertations, juste pour vous dire, juste après la publication de cette ONG. Rapport, tout à fait, en 2016. En 2016, je crois le 1er décembre 2016, il y a eu une réunion au Nigeria sur le carburant toxique. C'est le ministre de l'Environnement du Nigeria, en collaboration avec la CEDEAO, le programme des Nations Unies pour l'environnement et certains d'autres partenaires, ils ont organisé une grande réunion pour dire hey, il faut qu'on arrête le scandale. Nous devons nous devons nous entendre sur un minimum qui serait désormais en matière de soufre. Dans le gasoil, ce serait 50 ppm. En matière de soufre, dans l'essence, ce serait 150 ppm. Regardez, ils sont partis de 10 000, de 3 000, ils sont venus à 50 et 150. C'est-à-dire 50 pour le gasoil, le soufre, la quantité de soufre dans le gasoil, 50, et comment on appelle, l'essence, 150. Mais tout à l'heure, vous nous disiez que dans l'espace européen, on est resté oui, à 10. Non. Laissez-moi terminer. Quand vous êtes dans un pays du Sud et vous faites face à une situation aussi critique, vous tenez compte de tous les paramètres. Mais ceux qui sont à 10 ppm, c'est des vieilles démocraties. C'est-à-dire, eux, ils sont à la hauteur d'une certaine situation. Nous avons nos raffineries. Ici, on parle de la protection de l'environnement, on parle de la préservation de la santé. Mais monsieur le journaliste, vous partez de 10 000... Mon problème, c'est est-ce qu'avec les 150, ouais. on reste dans la norme ou c'est simplement parce que... Non, on est proche de la norme en tenant compte des réalités des pays africains. Il faut même féliciter. Quand ils ont pris cette décision-là, le premier... Deux secondes. Quand ils ont pris cette décision, le 1er décembre 2016, ils ont tous... Il y avait le Togo, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Nigeria, il y avait le Ghana, il y avait le Bénin qui ont pris cet engagement. Et il était question que quand chacun rentre chez lui, qu'il milite pour qu'il y ait un arrêté ou un décret qui limite à ce niveau en entendant. Donc, c'est un début de commencement. Il faut déjà féliciter. À cette réunion, vous savez, du 1er décembre 2016, la société civile africaine du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, etc., on a fait une pétition, a fait une longue lettre à ces représentants des ministères de l'énergie et de l'environnement qui étaient en Côte d'Ivoire, qui étaient au Nigeria, les 5 pays cités. Il y a eu une déclaration pour les exhorter à revoir le plus rapidement possible un taux acceptable, en tenant compte de l'espace de nos pays, des situations économiques de nos pays et autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu
un effort qui a été fait. Et c'est quand ils ont quitté le Nigeria, monsieur le journaliste, les Béninois qui y étaient, il y a eu un compte rendu en conseil qui a dit, voilà ce qui s'est passé au Nigeria, voilà les souhaits, voilà les recommandations. Vous voyez, le Bénin s'est aligné automatiquement. Oui, mais quand même, de 2016, il a fallu attendre 2019, 3 ans. Non, face à une situation de... Moi, je crois qu'il faut que nous soyons un peu objectifs. Ça s'est passé décembre 2016. Bien sûr. On est rentré en 2017. 2018 et 2018, ça veut dire quoi? Vous savez, ce n'est pas souvent évident de prendre les décisions. Il faut des réunions de concertation, il faut des réunions sur des réunions, il faut pouvoir prouver. Et je vais même vous dire, pour une priorité, quand on sait qu'il y a la priorité. Vous savez, je vais vous dire, les industriels pétroliers qui sont au Bénin, c'est-à-dire toutes les stations que vous voyez là, le gouvernement a été obligé d'instruire pour qu'on les associe et qu'on les informe de la situation. Toutes les réunions étaient informées. Et avant de prendre cet arrêté, on leur a dit, on sera obligé de prendre cet arrêté, puisque de revenir d'Abidjan, du Nigeria, il y a eu des concertations, il y a eu une communication qui a autorisé revenir sur les normes arrêtées par la réunion d'Abuja et maintenant d'informer les pétroliers de la situation, de faire des sensibilisations, ce que nous sommes en train de faire, d'informer la population qu'on a été obligé de revenir à cette situation suite à telle autre situation, c'est-à-dire la présence très forte de soufre. Et pour aller plus loin, et c'est en cela où c'est lourd, c'est difficile de prendre les décisions. Vous savez, dans Cotonou maintenant, là, et dans certaines villes aussi, dans certains points stratégiques, il y a des capteurs de polluants atmosphériques aujourd'hui. Ça veut dire, par exemple, quand vous allez au rond-point de PK3, on a installé des capteurs là, pendant la journée, le 5 juillet, mondial pour l'environnement. On était là, on l'a lancé. C'est pour voir les polluants qui circulent dans notre atmosphère. D'accord. Et pour vous dire, avant de prendre des arrêtés, il y a tellement de situations des pesanteurs, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc, c'est pour vous dire, tout un départ, 50 ppm pour le gasoil en matière présente de soufre, 150 ppm pour l'essence. C'est un bon début de commencement. Et je vais plus loin pour terminer en 3 secondes. En 2018, la CEDEAO a réuni d'autres experts des pays africains, comme je vous l'ai dit, et on est à leur conclusion de 2018, c'est-à-dire, je crois que ça doit être le 17 ou le 18 décembre 2018, c'est d'arriver désormais à 50 ppm en matière de soufre dans le diesel et 50 ppm en matière de soufre dans l'essence. Donc les efforts progressivement. Progressivement. Et ça doit être mis ça doit prendre vigueur selon le souhait de la CEDEAO en janvier 2000, c'est-à-dire en 2020. D'accord. Mais donc, progressivement, des efforts se font. L'arrêté, cet arrêté interministériel, quelles seront les implications? C'est-à-dire désormais que, puisque la qualité de l'essence sera plus raffinée, est-ce à dire que ça va toucher les populations doivent débourser davantage. Quelles seront en général les implications pour le consommateur? Non, je crois que pour l'instant, le débat va être ouvert. Je ne vous cache pas que les professionnels d'hydrocarbures semblent nous dire qu'on risque d'avoir des augmentations. Les investigations que la société civile est en train de faire, les investigations aussi que les ministères sectoriels sont en train de faire, il n'en est pas question. Donc, il y aura autour de ce débat un autre table ronde, une autre concertation. Pour voir dans quelle mesure. Et pour voir dans quelle mesure. Ce qui est sûr, malgré les pesanteurs de coulisses, pour que l'arrêté ne décolle pas, ce qui est sûr. Dès demain. Dès demain, parce qu'il était dit
aux pétroliers, lors de la dernière réunion qu'on a eue avec eux, que dès que l'arrêté va être pris, à compter de sa date de signature, 6 mois après, ça va être exécuté. Donc, dès demain, dans la logique, il n'aurait que dans nos stations de l'essence en teneur de soufre 150 pour l'essence, en teneur de soufre 50 pour le gasoil. La veille, elle est permanente. Et vous me connaissez. La veille serait permanente pour savoir si c'est fait ou pas. Si le Conseil des ministres aussi a un comité voilà, de suivi. Dans le relevé de conseil qui a été fait, il y a eu un comité de suivi. Parce que ce qui se passe, le monde entier nous regarde. Vous savez, le 5 juin dernier, à l'occasion de la journée mondiale sur l'environnement, un expert de l'ONU depuis Genève a dénoncé ce mouvement qui consiste à vendre en Afrique de l'essence à forte taux de soufre, donc de l'essence toxique, et a lancé un appel aux pays receveurs, c'est-à-dire aux pays africains, de prendre leurs responsabilités, et aux pays tous à part d'interpeller leur conscience. Vous voyez la nuance? D'interpeller leur conscience sur ce qui se passe et de respecter les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, M. Cotton, puisque sur plusieurs années, on a livré du carburant toxique en Afrique, il y a quand même, dans le domaine de l'environnement, le principe du pollueur-payeur. Alors, puisque c'est un crime contre l'environnement en Afrique, c'est un crime contre l'Afrique, c'est un crime contre l'humanité, est-ce que ça va rester sans sanction? Est-ce que les auteurs, oui, justement, est-ce que les auteurs ne seront pas appelés à payer? Puisqu'on parle du principe de pollueur-payeur. On a pollué pendant plusieurs années l'environnement en Afrique. Monsieur le journaliste, ce qui est sûr... C'est-à-dire réparation. Non. Il y aura de réparation. Maintenant, le débat qui se pose, c'est un débat allons méthodiquement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette de la méthode pour que chacun comprenne de quoi il s'agit. Durant des années, vous l'aviez dit, on vient de relever les intéressés qui envoient ces carburants toxiques en Afrique et qui l'ont fait durant des années sur des années. Ils savent, ils doivent interpeller leur conscience. Et nous allons aller méthode par méthode, c'est-à-dire on aura une méthode d'approche dans ce débat et ils finiront par être interpellés. Aujourd'hui, nous voulons arrêter l'hémorragie. Mais ils savent que nous savons maintenant. Parce que je vais vous faire rigoler. Un grand industriel pétrolier est allé inaugurer des stations au Mali. Dans la foulée, je crois en 2017 ou en 2018, ou pas, enfin, dans la foulée du dossier de l'essence toxique. Et il dit qu'il est heureux puisqu'il a un peu partout des stations en Afrique. Et dans sa déclaration, il dit qu'il est heureux de mettre des stations en service au Mali, à Bamako et autres, et qu'il est heureux de prouver qu'il fournit le meilleur carburant pour le Mali. Et quelqu'un qui était au courant du dossier a dit oui, mais à taux de soufre très élevé. J'espère qu'on lui a glissé cette réponse très tactique d'un Malien. Sa déclaration-là, maintenant, on va le lui opposer au moment opportun. C'est bien cela. C'est clair. Mais maintenant, il profite du fait pour dire, ah non, nous respectons les textes des pays africains. Et nos textes ont mis 3000 mais pourtant, ppm en soufre. Et oui, mais pourtant, la déclaration des droits de l'homme vous demande, dans l'exercice de votre business, de votre commerce, tout ce que vous voulez, de respecter l'existence de l'être humain. On remonte, comme nos têtes sont fragiles, ils en profitent, mais quand nous remontons vers la déclaration des droits de l'homme,
et l'accord de Bamako et autres sur les produits toxiques, que la déclaration de droits de l'homme qui s'impose à tout le monde, le débat demeure encore là. Mais pour l'instant, protégeons-nous un temps soit peu. Oui, voilà. Et il faut te dire, depuis à Abuja, depuis 2016, je crois que le Bénin doit être le seul pays à avoir déjà pris un arrêté. Parce que c'est difficile. Et c'est là, en cela que je félicite beaucoup le ministre Onato, le ministre de cadre de vie et du développement durable, qui a pesé de tout son poids pour que cet arrêté soit effectif. Monsieur le journaliste, pour vous, ce n'est pas suffisant. Merci. Mais c'est un début de commencement pour nous. Alors, monsieur Contant, quand on parle du carburant en Afrique, il n'y a pas que le circuit normal. Ouais. Il y a le circuit informel, surtout au Bénin, où l'essence communément appelée fruitée ou l'essence paillot provenant du Nigeria alimente surtout le marché. Qu'en est-il de ce produit? Est-ce qu'à ce niveau également, des recherches ont-elles été faites déjà Je crois que c'est en cela nous allons encore nous interpeller un temps soit peu pour nous dire, il faut qu'on se dise, il faut qu'on commence par prendre très au sérieux un certain nombre de débats. On le prend au sérieux, mais essayer d'approfondir des recherches. Il va falloir qu'on sache les taux en teneur de soufre du paillon désormais. Il faut qu'on cherche ça. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne jusqu'où le paillon est toxique. Et malheureusement, vous m'excusez, la toxicité du produit. Voilà, il faut chercher à savoir. Et il faut dire que nous-mêmes en Afrique, nous sommes limités dans nos ambitions, dans nos recherches. Parce que vous voyez, si ce n'est pas grâce à cette ONG SUS, et que je remercie encore une fois de plus, nous ne le saurons pas. C'est-à-dire, il nous est difficile de décoller. Vous savez, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous savez qu'en 2015... Est-ce que c'est pas parce qu'on se rend souvent sous le coup de pauvreté, de misère, de manque de moyens? Regardez, en 2005, on a importé dans l'espace les 15 pays de la CEDEAO. Je crois qu'on a importé 16 millions de tonnes de carburant. En 2017, de 2005 à 16 millions de tonnes de carburant que les pays de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO ont consommé. Mais en 2018, en 2017, vous savez combien c'est? 28 millions et quelques de tonnes de carburant que les 15 pays de la CEDEAO ont consommé. En 2005, 16 millions. En 2018, en 2017, 28 millions. La consommation évolue au fil des années avec les besoins grandissants. Avec les besoins grandissants, tout le monde a de voitures, tout ce qui se passe, ça évolue d'une manière extraordinaire. Donc aujourd'hui, on cherche à quantifier en termes de pollution. Mais si vous quantifiez tout ce que ça a dégagé en termes de pollution à travers les échappements de nos véhicules, c'est énorme. C'est en cela que, vous savez... sont enrichis alors en faisant cette activité. Donc quand même pour payer, pour lui payer. Et c'est en cela, vous savez, l'OMS a fait une étude pour dire qu'il y a 30 000 personnes qui meurent tous les jours, qui meurent par an dans le monde. Vous voyez, c'est énorme. Je crois que c'est des données de l'OMS. Donc, quelque part, je crois que nous devons faire l'effort d'être beaucoup plus patriotes qu'on l'est aujourd'hui. Et nous devons faire l'effort de mieux nous dire que quand l'article 27 de la Constitution nous donne droit à un environnement sain et le devoir de les défendre, nous devons être toujours préoccupés. Parce que sinon, nous nous retrouvons dans des situations où nous n'arrivons pas à savoir qu'est-ce qui nous arrive. Il a fallu des gens qui viennent d'ailleurs venir nous démontrer par suivre que ce que nous avons là. Mais est-ce que c'est pas que
les structures en charge justement de la protection de l'environnement n'ont-elles pas échoué? Non, non, il ne faut pas parler d'échec. Est-ce que la veille existe vraiment? Puisqu'on a quand même je crois on a des ministères, on a l'Agence béninoise pour l'environnement, il y a des structures comme vous dans le domaine. Et comment se fait que sur toute l'année, personne ne s'en est rendu compte? Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Et les pays du Sud, les pays d'Afrique, les pays de la CEDEAO, nous, c'est-à-dire, étant dit que nous ne sommes pas des pays riches, nous ne sommes pas des pays qui ont des ressources de sous-sol énormes, les moyens de notre politique. Mais quand on a la qualité du carburant que nous avons, est-ce qu'on a besoin forcément? Non. Est-ce que ça, c'est encore question d'abord, de milliards ou question de... Non, pour contrôler, mon cher ami, il faut un grand labo. Pour contrôler. Ce que l'ONG a fait là, ils l'ont amené dans des grands labos, dans des grands laboratoires en Europe. Il faut vraiment des laboratoires indiqués. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens de notre politique. C'est ça. Ce n'est pas que nous ne voulons pas. C'est une affaire, donnons-nous les moyens et ce qui nous manque aussi un tout petit peu, nous n'arrivons pas à programmer dans le temps. Il faut qu'on se dise, je donne un exemple bidon, enfin pas bidon, un exemple comme ça pour vous aider à comprendre, il faut qu'on se dise, bon, on est à la télé ici aujourd'hui. Il faut que la direction de la télé se dise que dans 10 ans, les caméras qui sont ici doivent être changées. Voilà. Les caméras qui sont dans ce studio doivent être changées. Donc, des dispositions vont commencer par être prises de maintenant pour 10 ans. Ça veut dire quoi? C'est peut-être un compte qu'on a ouvert tous les ans, on met 10 millions dedans, des trucs comme ça. Donc, pour équiper des labos, je veux vous dire tout simplement, il faut qu'on se dise, au lieu de dire l'équipement d'un labo coûte 1 milliard. Je donne un exemple, c'est trop cher, nous n'en avons pas les moyens. Non, il faut qu'on nous dise que malgré les 1 milliard, trouvons une stratégie pour le faire. Et cette stratégie, on se dit, dans 10 ans, on doit avoir ce labo. Et à partir de maintenant, on commence par s'équiper. C'est-à-dire, on commence par mettre des moyens à disposition dans chaque budget, dans les budgets de chaque année, on met un tout petit peu. Donc, il faut qu'on se donne une stratégie dans tout ce que nous faisons. Et qu'on n'ait pas peur. Il faut qu'on soit ambitieux, qu'on n'ait pas peur quand on dit un labo coûte 1 milliard, où est-ce que mon pays va trouver ces moyens? Non. Il faut qu'on se dise, nous allons essayer d'avoir ces moyens. Donc, et la dernière chose, il faut que les cadres que nous sommes là, à tous les niveaux, nous nous sentons concernés par les problèmes du département dans lequel nous sommes. Il faut que nous nous sentons impliqués, il faut qu'on s'implique et que la société civile ne se dise pas que c'est l'affaire des structures étatiques. Il s'agit d'une nation. Et une nation, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et vous les journalistes, vous les communicateurs, il faut que vous investissez plus. Vous le faites connaître. Vous faites tout pour me dénicher. Même quand je suis à l'étranger, vous me pourchassez et je dis, bon, je ne suis pas là. Quand je viens, je vais voir. La quête de l'information. Mais oui, ça me fait plaisir. Vous continuez dans ce sens. Et que les gens que vous interviewez, que vous invitez comme nous, ne vous prennent pas en adversité comme si vous étiez en train de les enquiquiner. Moi, chaque fois quand vous m'appelez, je suis free. Mais après la révélation de cette affaire, quand même, est-ce que ce n'est pas le moment non seulement régler le problème, essayer maintenant désormais de redéfinir les normes de la teneur en soufre du carburant en Afrique et autres, mais est-ce que, au-delà de tout cela, est-ce que ça n'interroge pas l'efficacité des problèmes ou bien des politiques mises en œuvre dans le cadre de la gestion environnementale, M. Cotton? Oui, c'est pour ça que je dis... Parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes dans d'autres domaines que nous ignorons encore. Merci. C'est pour ça que je suis en train de dire, mettons la balle à terre, réfléchissons tous. Vous connaissez, en tant que journaliste, Aiden, ne soyez pas fatigués de faire des investigations. Ne soyez pas fatigués d'inviter les gens. Ne soyez pas fatigués de parler. Les structures étatiques, les cadres, ils le font beaucoup, ils se donnent,
mais il faut qu'ils se donnent plus. Et il faut qu'on s'entende, que l'État leur donne les moyens de se donner plus. L'État leur fabrique l'espace nécessaire pour qu'ils se sentent à l'aise pour travailler. Et que la société civile soit consciente de son rôle constitutionnel à travers la T27 et de jouer réellement son rôle. Parce que comme vous dites, il y a encore peut-être plein de trucs qu'on n'a pas encore découverts. Vous venez de dire quelque chose de très important qui est passé rapidement et vous ne voyez pas. Durant toutes ces années, nous avions été intoxiqués. Le principe de pollueur-payeur. C'est un autre débat très lourd qui va être ouvert dans ce studio. Donc, ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui est un début de commencement pour les professionnels en hydrocarbures. C'est bien cela. Et oui, ceux-là qui envoient le carburant ici, c'est un début de commencement pour eux. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que nous soyons tous vigilants, que nous restons dans une logique participative, dans une logique d'échange sans état d'âme, bien sûr, sans agressivité, et poser les vrais problèmes de société et les vrais problèmes liés à notre environnement. Vous avez vu tout récemment pour l'alphatage. Bien sûr. Je suis descendu sur le terrain pour voir si les PGS donnés sont respectés. Et je viens de constater dans un arrondissement où le PGS, on avait recommandé de négocier avec les populations, les élus locaux, les chefs de quartier, les sages, pour déplacer les divinités. Mais j'en ai trouvé un la dernière fois, j'ai été témoin, ils ont remis l'argent pour aider ces sages, ces élus à déplacer. Mais les divinités qui étaient là, il y avait Tolegba, Toroso, des trucs comme ça. Mais il fallait que je tire sur la sonnette d'alarme. Il fallait que j'aille et en parler. Donc, soyons tous disponibles pour le combat environnemental. Oui, et la veille. Avant de vous laisser partir, M. Contant, juste une dernière question, c'est l'actualité environnementale au Bénin. Oui, ça fait juste quelques jours déjà, 1 an après le drame sur le lac Tao, la mort massive de poissons et autres. En son temps, il y a eu des investigations menées par les autorités étatiques et contestées par la société civile. Ensuite, c'était le statu quo, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est réellement passé. Monsieur Contant, aujourd'hui, rapidement, puisque le service des programmes doit pour quelques minutes, rapidement, étant de l'unité de protection de l'environnement, on a vu que en 2 semaines, on a interdit aux pêcheurs d'aller sur l'eau et tout, il y a des dispositions. Et puis après, ça a repris, la vie a repris normalement son cours. Et puis, c'est comme si c'était aujourd'hui par rapport à ce dossier. Où en est-on? Non, moi je sais que ce dossier, il y a eu le ministre en charge de l'agriculture, je crois, qui a donné, il y a eu une commission qui a travaillé, qui a remis son rapport, si ma mémoire est bonne. Et dans la logique, voilà encore un autre débat. Il va falloir qu'on organise une restitution à la population autour. Mais j'aurais appris que les dispositions sont en train d'être prises. Ça fait 1 an, vous aviez bien fait de le rappeler. Nous allons relancer les autorités pour dire, mais 1 an après, il faut que... Il y a autant de dossiers inachevés, parce bon, que rappelez-vous encore la rivière Clou de l'Orozoret aussi. Oui. C'est vrai que l'État a pris ses dispositions, a demandé quand même il aux faut, promoteurs mais la suite... Au passage, moi je vous ai dit, il y a une commission qui a travaillé, il doit restituer, on en est là, mais il vous est loisible les investigations. Les investigations sont au niveau du ministère de cadre les investigations sont au niveau du ministère de l'Agriculture. Merci de me l'avoir posé. Le peu que je connais, je vous l'ai dit. Nous attendons, mais nous allons le relancer parce que vous nous avez relancé. On demandera. Rassurez-vous, je parlerai avec le ministère de cadre de vie sur ce dossier et le ministère comment on appelle, de l'Agriculture et je vous reviens. Je leur poserai la question et je me ferai l'amitié de vous dire qui
j'ai vu, et vous aussi, vous ferez l'amitié de les interpeller, de chercher à avoir un peu plus de foi. Mais rapidement, avant de finir maintenant, le combat contre le glyphosate. Le combat continue très. Ce qui est sûr, tout le monde est conscient du combat que nous posons aujourd'hui, c'est les emballages, la fin de vie des emballages de glyphosate. Il faut les récupérer. J'ai rencontré le ministre de l'Agriculture, il est d'accord sur le principe. La seule chose qui est celui de cadre de vie aussi, ils sont d'accord sur le principe. Le seul problème qui est en train de se poser, c'est les moyens financiers pour ramasser. Et moi, je suis en train de leur dire, celui qui l'a vendu, il faut qu'il prenne ses responsabilités, à moins que notre pays se trouve des moyens quelque part pour qu'on ramasse les bouteilles de ces glyphosate en fin de vie. Je vais relancer le ministre en charge de cadre de vie pour lui dire, monsieur le ministre, je vous l'ai dit, mais mon très cher ami Corneille de DMTV me l'a rappelé sur un plateau et je lui ai dit que c'est le problème de financement qui se pose. Vous me connaissez, c'est suffisamment clair dans ma tête. Merci à vous, monsieur Coton de l'unité de protection pour l'environnement. Avec vous, nous avons parlé du scandale du carburant toxique en Afrique et surtout les implications de l'arrêté interministériel pris par le Bénin depuis janvier 2015 qui entre en vigueur demain et qui définit les spécificités des produits pétroliers qui entrent sur notre territoire. L'Afrique nourrit, l'Afrique approvissionnée en mauvaise qualité de carburant avec un fort taux de soufre, un élément, un polluant dangereux pour l'environnement. On est revenu sur cette affaire, sur ce dossier de long en large et puis les implications après donc l'arrêté qui entre en vigueur demain, samedi 15 juin 2019. Merci d'avoir suivi ce débat, le décryptage sur Matin d'Éden.